The French invaders. Howdy, Renaud. Bonjour Pascal. Bon, alors, le grand Barnum est en ville. On va essayer d'y voir un petit peu clair. Est en ville d'ailleurs pas qu'aux États-Unis, mais en Europe et dans la presse française, n'en parlons pas. Enfin, si, on en parlera, mais après. Si on commençait d'abord par cette histoire d'ordure. Alors, on a vu un humoriste faire une blague lors du meeting de Trump à Madison Square Garden à propos d'ordures flottant à Porto Rico, blague qui n'avait strictement rien à voir avec les Portoricains, mais qui décrivait effectivement l'état réel de ce territoire qui n'est pas un État, de ce territoire américain qui est laissé complètement à l'abandon. On a vu ensuite Joe Biden traiter d'ordure les supporters de Trump, et Trump manière de réponse du berger à la bergère, débarquer à un meeting dans une benne à ordures et conserver son gilet déboueur tout le long du meeting. Qu'est-ce que c'est encore que ces histoires-là? C'est vraiment le retour de ce qui avait fait était un des moments déterminants de la campagne de 2016, c'était les déclarations d'Hillary Clinton sur les déplorables, de basket of deplorable. Cette fois-ci, Biden va encore plus loin. Et alors tu as bien rappelé ce qui s'est passé en fait. Il y avait un humoriste qui est spécialiste de ce qu'on appelle la technique du roasting, donc c'est-à-dire vraiment quelque chose vraiment quelqu'un qui fait feu de tout bois contre tout le monde. Donc cet humoriste parle de Porto Rico. En disant que c'est une énorme ordure flottante. Alors il faisait référence à un phénomène, un fait que la presse relate assez fréquemment sur l'état de saturation des décharges à Porto Rico. Porto Rico a un énorme problème de traitement de ses déchets, et comme tu l'as bien rappelé, Porto Rico c'est un statut un peu particulier. C'est le même statut à peu près que le District de Columbia, ou des îles comme Guam ou les Solomon Islands, qui sont qui sont pas des États en fait, sont des territoires gérés par l'administration fédérale, des territoires fédéraux. Et c'est d'ailleurs une des grandes réclamations du Parti démocrate, c'est que le District de Columbia et Porto Rico accèdent enfin à la qualité d'État à plein statut, de manière à pouvoir avoir des représentants, puisque ce sont des territoires qui votent majoritairement démocrates. Donc cet humoriste fait une mauvaise blague, puisque personne dans le public ne sait ne sait qu'il existe un problème de saturation des décharges à Porto Rico. Et puis tout de suite, bien évidemment, on saute dessus en disant il a traité les Portoricains d'ordures. Et puis réponse du berger à la bergère, à tel point quand même je me demande si c'est pas fait quand même pour embêter Kamala. Biden qui fait quand même cette déclaration en disant les seules ordures que je vois, ce sont les électeurs de Trump. Donc mais pas simplement Trump, mais les électeurs de Trump. Donc c'est vraiment l'équivalent du basket of deplorable. Une semaine avant le jour fatidique du 5 novembre de l'élection. Donc c'est vraiment une énorme gaffe. Et puis là-dessus, Trump fait quelque chose c'est un génie du trolling. Trump, il saisit l'occasion et l'embarras d'ailleurs du Parti démocrate. On a quand même vu aussi les chaînes mainstream, les chaînes comme CNN disant que mettant ça sur le compte des difficultés légendaires d'élocution de Joe Biden, etc. Enfin bon, j'en passais des meilleurs. Donc Trump saisit l'occasion et puis il arrive à un meeting de campagne dans un camion Ben avec un gilet orange déboueur et puis il fait tout son discours, tout son meeting de campagne avec le gilet orange déboueur. En plus, il est très drôle pendant son meeting parce qu'il dit ouais, en fait, je l'ai gardé parce que ça me fait une belle ligne et bon, c'est un coup énorme, un petit peu comme le coup de McDonald's il y a quelques semaines, qui d'ailleurs avait défrayé la chronique et puis suscité l'ire des médias mainstream et des démocrates. Donc
Ouais. Là, faut préciser quand même que le coup de McDonald's, c'était pour prendre à contre-pied Kamala Harris, qui avait prétendu avoir travaillé dans sa jeunesse chez McDonald's, alors qu'on a strictement aucune trace de cela, et que McDonald's a même déclaré qu'attendez, nous n'avons pas de Kamala Harris dans nos archives du personnel, quoi. On n'a jamais rien retrouvé. Or, s'il y a quand même une entreprise qui conserve tout et qui est là depuis pratiquement plus de bientôt une centaine d'années maintenant, McDonald's, si je ne m'abuse. Non, c'est une compagnie de McDonald's qui existe depuis les années 50. Il y a un très bon film d'ailleurs du scénariste de Clint Eastwood sur la création de McDonald's, et notamment par le vol en fait de la marque McDonald's par Ray Kroc. Donc qui a été le fondateur de l'empire McDonald's, parce que McDonald's c'était un petit fast-food. Non, c'est pas le restaurant original. C'était un petit fast-food en Californie. Donc la McDonald's, la multinationale existe depuis les années 50. Donc mais pour revenir à ça, oui, effectivement, ça a fait dire d'ailleurs à Trump, encore une fois, le génie du trolling, puisque c'est la raison pour laquelle Trump est allé faire ça, c'est effectivement pour mettre en défaut Kamala Harris sur ses mensonges en disant qu'elle avait payé ses études en travaillant chez McDonald's. Et lorsque Trump a travaillé chez McDonald's, il a dit il a fait quelques erreurs à McDonald's, il a dit j'ai travaillé plus longtemps à McDonald's que Kamala Harris. Et donc très beaucoup, encore une fois, c'est le génie du trolling de Trump, et puis le génie du spectacle quand même. C'est vraiment c'est un showman dans la lignée P.T. Barnum, qui est d'ailleurs on a souvent comparé Trump. P.T. Barnum qui est quand même c'est rien de moins que l'inventeur de la pop culture quand même. C'est un personnage historique d'une très très grande envergure en fait dans l'histoire des États-Unis. Un personnage kitsch, mais un escroc, mais quelqu'un de très important, à tel point d'ailleurs que l'excellent bouquin de Marc Fumaroli, Paris, New York et retour, sur les États-Unis, consacre très très long développement à P.T. Barnum. Donc là-dessus, très très gros coup à la Barnum effectivement de Trump, avec l'arrivée dans un camion Ben, et puis le discours, et puis le meeting de campagne dans un gilet orange des Bois. Chose importante quand même que je voulais souligner, et c'est une image qui m'a frappé en la voyant sur les réseaux sociaux. On a vu non seulement Trump avec son gilet orange, mais on a vu aussi des membres de la Dream Team de Trump comme Vivek Ramaswamy, qui avait revêtu non pas un gilet orange mais un gilet jaune, et j'ai trouvé les images tout à fait intéressantes, parce que c'est vraiment un développement tout à fait inattendu, où on voit que le gilet jaune, qui avait été quand même le plus grand mouvement populaire sans doute depuis mai 68 en France, et revient au goût du jour cette fois-ci dans le Midwest, dans le cadre de la campagne de Trump, qui est aussi effectivement une rébellion contre l'establishment, contre la classe professionnelle managériale. Et je trouvais ce symbole assez intéressant. Voir Vivek Ramaswamy en gilet jaune, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a interloqué, je dois dire. Je crois qu'on mésestime l'impact qu'ont eu les gilets jaunes sur la psyché d'énormément de monde, d'énormément de gens, à travers le monde, en particulier justement chez la classe ouvrière américaine, qui, si elle n'est pas forcément très au fait de ce qui se passe en Europe, ça elle l'a pas raté. C'est clair. Non, je pense que on en a parlé des gilets jaunes aux États-Unis, et je pense que c'est vraiment devenu un symbole de rébellion contre ce joug de cette classe. C'est pas seulement le joug de l'oligarchie, c'est le joug d'une classe qui suradministre nos existences. C'est ça le cœur de ce qui est en train de se passer, de cette révolte populiste au sens pas du tout péjoratif du terme, mondial. Hein. Donc j'ai trouvé ça tout à fait, cette image tout à fait intéressante. Voir si maintenant ça va se développer aux États-Unis. Mais donc Trump président gilet jaune, et administration Trump et sa Dream Team qui serait une équipe gilet jaune. Je trouve ça quand même très très bon.
Et donc en fait on en est où parce que alors on nous dit tous que oh là là mais les sondages les donnent nos coudes à coude etc. On sait très bien que c'est pas vrai. Hein. Puis de toute manière quand on regarde les cotes sur les sites de bookmakers de paris en ligne. On voit très bien que Trump est quoi, genre 18 points devant Kamala Harris sur les cotes. Wall Street, la semaine dernière, enfin pardon, pas la semaine dernière, qu'est-ce que je raconte il y a 3 jours, a retourné sa veste. Pas moi qui le dis, c'est Bloomberg. Donc on peut s'attendre à quoi? Est-ce qu'on peut s'attendre réellement à une victoire à l'arraché ou bien à une victoire nette de Donald Trump? C'est difficile de savoir à quoi on peut s'attendre. Si on regarde les sondages tels qu'ils sont offerts au public, et on sait très bien qu'il y a des sondages qui sont offerts au public et des sondages qui sont à la disposition simplement de quelques individus ou d'états-majors de partis, et on sait qu'il y a une différence entre ces différents sondages. Si on regarde rien que les sondages offerts au public, jamais Trump n'a eu telle performance dans les sondages. On peut, si on prend même rien que pour la première fois en fait maintenant dans le Real Clear Politic National Average sur les sondages nationaux, ce qui veut. Qu'est-ce que c'est que Real Clear Politics? Real Clear Politics, c'est une sorte de média en ligne qui concentre en fait toute une série de reportages de journalisme et sur les élections en particulier, et qui est vraiment le site de référence pour aller voir la totalité des sondages en fait en matière des. D'accord, donc c'est un agrégateur de sondage. Alors, oui, c'est un agrégateur de sondage. Disons que c'est un média qui s'est spécialisé dans l'explication des sondages et dans la publication de tous les sondages qui sont effectués. Donc c'est vraiment c'est là qu'il faut aller si on veut. Bon, il y a le Cook Political Report aussi. Alors après, il y a des gens qui font des modèles aussi, comme Nate Silver. On en avait déjà parlé la dernière fois. Qui sont plus des sites qui ont été des sites de paris en ligne, des sites notamment Nate Silver, lui son truc c'était le poker avant les élections. Donc en fait il applique des techniques qu'il a appris pour le poker pour prévoir l'issue des élections. Mais Real Clear Politic, on est plus dans quelque chose qui publie un certain nombre de sondages. Alors Real Clear Politic lui a en fait un RCP, Real Clear Politic Betting Average. Où là on va retrouver la totalité des estimations des bookmakers. Donc les bookmakers en ligne aux États-Unis, on parle de BetOnline, de Betfair, de Betson, Bovada, Polymarket, etc. Et si on regarde aujourd'hui le Real Clear, alors cette fois-ci le RCP, le Real Clear Politic Betting Average, Trump est à peu près à plus de 60% de chances de remporter l'élection. Et si on regarde rien que maintenant cette fois-ci là les sondages, pour la première fois dans les sondages nationaux, Trump est en tête. Il a jamais été en tête que ce soit que ce soit en 2016, que ce soit en 2020 ou maintenant. Il a jamais été en tête dans les sondages nationaux. Et là, il est en tête dans les sondages nationaux, ce qui veut pas dire grand-chose. Les sondages importants, c'est les sondages dans les États clés. Or, les États clés, il y en a 7. Il y a la Georgie, où là, maintenant, si on regarde, Trump est à peu près à 2,6 points d'avance dans le Real Clear Politic. On a la Caroline du Nord, où il a 1,5 point d'avance. On a la Pennsylvanie, où il a un peu moins d'un demi-point d'avance. On a le Michigan, où Harris remonte un petit peu, où là, il aurait 0,8 points d'avance. On a le Wisconsin, Harris remonte aussi, elle aurait 0,3 points d'avance. Et l'Arizona, où Trump a 2,5 points d'avance. Et si on compare, en fait, ces sondages maintenant avec les moyennes de 2020 et de 2016, on voit que Trump est très, très, très largement devant ses performances, devant les estimations des sondages au même moment, en 2020 et en 2016. Or, quand on sait, notamment dans l'élection de 2020, on prévoyait quand même une victoire, les sondages prévoyaient une victoire très très large de Biden. Or, quand on sait que ça a été une victoire ric-rac, et quand on sait combien les sondages s'étaient plantés, enfin là pour le coup le modèle de Nate Silver, je crois, le jour même de l'élection de 2016,
donné 80% de chance à Hillary Clinton de remporter l'élection. Dans des États comme le Michigan, les sondages prévoyaient qu'elle avait une avance de à peu près 8 points sur Trump en 2016. Or là, on a des sondages qui sont très très à l'avantage de Trump maintenant, même si ce sont des petites marges. Donc tout est là pour qu'on puisse pronostiquer sans doute un raz-de-marée en faveur de Trump mardi. Et quand tu parles de raz-de-marée, tu parles donc quand je parle de raz-de-marée, je parle de non seulement des victoires décisives comme en 2016 parce que la victoire de 2016 était nette. Hein. La victoire de 2016, non seulement Trump remportait des États dans lesquels il était en retard par rapport à Clinton, qui étaient les grands. En fait, le jour même de l'élection de 2016, il faut savoir que les grands enjeux, c'était la Floride, l'Ohio et la Pennsylvanie. Et on a dès très tôt dans la soirée, je me rappelle, Floride dans la colonne Trump. Une demi-heure plus tard, Ohio, colonne Trump. Et puis c'est là que la panique a commencé à s'emparer on a vu la panique des journalistes des médias mainstream qui sont tous démocrates. Et puis vers 11h du soir, Pennsylvanie, colonne Trump, ça scelle la victoire de Trump. Et puis plus tard dans la nuit, on a appris que non seulement il avait remporté la Pennsylvanie, ce qui était considéré comme un exploit quasiment impossible, et puis mais il avait aussi remporté le Wisconsin et le Michigan. Donc là, c'était une victoire très nette en 2016 dans le collège électoral. Et de toute façon, c'est tout ce qui compte, le collège électoral. Le vote populaire ne compte pas. Là, je me permets de t'arrêter 2 minutes parce qu'en fait, le vote populaire compte État par État, puisque de toute manière, c'est celui qui remporte le vote populaire dans l'État qui remporte tous les grands électeurs. Donc parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup en France. Oui, il y a pas de vote populaire. C'est parfaitement faux, hein. Et ça, c'est dû à l'histoire des États-Unis. Le vote populaire à l'échelle nationale n'a aucun intérêt. Ben oui, mais ça c'est logique. Encore une fois, c'est logique. Ça résulte de l'histoire des États-Unis, puisque contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui a un autre État fédéral, l'État fédéral américain n'existe que par le bon vouloir des États fédérés. Hein. Ce ne sont pas des démembrements de l'État fédéral. Ça, c'est ce qu'on veut peine à comprendre en France, quoi. Donc en fait, ce système d'élection par grands électeurs. Se fait par voie de vote populaire dans les entités fondamentales constituant les États-Unis, que sont les États, l'État fédéral n'étant pas l'entité constitutive des USA, soyons clairs. Bien évidemment, c'est les républiques élémentaires, ce sont les États fédérés des États-Unis. Et comme tu le disais très bien, c'est le vote populaire à l'échelle nationale, ça n'a aucun intérêt. Mais pour remporter une victoire dans le collège électoral, il faut remporter une victoire dans le vote populaire des différents États. La critique qui est adressée à ce système maintenant par les démocrates, c'est que le système ne représenterait pas suffisamment l'énorme population d'États comme New York ou comme la Californie, pardon. Mais bien sûr que si, puisque le nombre de grands électeurs est fonction de la population. Exactement. Et en plus, le système précisément tel qu'il avait été voulu par les pères fondateurs était un système qui était prévu pour ne pas donner une voix prépondérante à une partie du territoire, et notamment les parties urbaines du territoire américain sur les États ruraux. C'est une façon de promouvoir l'idéal d'autogouvernement qui est au cœur de l'idée américaine. Et donc alors pour revenir à des choses plus pragmatiques, donc moi ce que je pense c'est que maintenant on risque d'avoir un raz-de-marée de Trump, non seulement dans le collège des grands électeurs, mais le fait que précisément Trump maintenant soit en tête dans les sondages nationaux fait me pronostiquer que peut-être Trump remporterait une victoire dans le vote populaire qui couperait le pied à des démarches visant à remplacer le collège des grands électeurs
par le vote populaire. On en avait parlé dans différents épisodes du podcast, donc je reviendrai pas là-dessus. Mais une victoire de Trump dans le vote populaire quand même aux États-Unis serait quand même quelque chose d'assez décisif dans cette victoire. Maintenant, ce qu'on entend de plus en plus, c'est qu'il pourrait en plus non seulement remporter tous ces États clés, mais aussi remporter des États qui sont solidement arrimés dans la colonne démocrate. Alors là, ce serait véritablement un raz-de-marée. On parle notamment de la Virginie, voire même, on parle de la Virginie. Quoi ? La Virginie serait un État qui serait potentiellement prenable pour Trump. On parle aussi même, alors là, ce serait vraiment une humiliation quand on voit d'ailleurs que dans le Minnesota, l'avance d'Harris dans les sondages est de moins de 5 points. Donc elle est d'à peu près 5 points d'ailleurs aussi en Virginie. Le Nevada aussi est devenu maintenant un des États clés dans lequel Trump dispose d'une avance dans les sondages depuis un certain temps déjà. Donc on risque de voir quand même une victoire non seulement très décisive mais potentiellement à ras-de-marée. Et puis on pense même, et c'est là il y a des bruits qui viennent. Alors c'est pour ça d'ailleurs que Trump fait campagne de manière Trump fait activement campagne à New York avec ce fameux notamment meeting du Madison Square Garden. La crise. Ah, le truc qui était la ressucée du meeting des nazis en 1930. Oui, qui avait été en même temps Les arguments, il leur reste que nazis et avortement, quoi. C'est extraordinaire. C'est chose encore plus étonnante quand on pense que le Madison Square Garden, c'est l'endroit où la convention du Parti démocrate en 1992 avait été organisée, lors de laquelle Bill Clinton avait accepté l'investiture du Parti démocrate. Donc c'était vraiment une comparaison complètement tirée par les cheveux entre le Madison Square Garden comme lieu mythique de rassemblement nazis. Enfin, il fallait quand même le faire. Oui, il y a eu un meeting de campagne, il y avait un meeting de ce qu'on peut appeler une droite nationale américaine qui était c'était des nazis, c'était les comment c'était Lindbergh, etc. C'était essentiellement des Américains d'origine allemande qui étaient des nazis, soyons clairs. Les mecs étaient en uniforme, il y avait le drapeau à croix gammée, c'était des nazis, quoi. Disons-le. Oui, disons-le. Ouais. Mais avec en même temps des champions comme Lindbergh aux États-Unis. Mais bon, tout ça est assez. Lindbergh, nazi antisémite notoire. Tout ça est assez anecdotique. Transformer le Madison Square Garden en lieu mythique d'organisation de méchouilles nazis, il faut quand même le faire. Donc, mais pour revenir à New York. Méchouille nazi, tiens, je connaissais pas ça. Pour revenir à New York, donc on dit. Et notamment du fait de l'énorme pression migratoire qui pèse sur la ville de New York et plus que de l'agacement en fait de la population new-yorkaise, y compris la population new-yorkaise qui vote majoritairement de la classe professionnelle managériale new-yorkaise, qui vote majoritairement démocrate. Quand on a à peu près 10 000 immigrants par semaine qui affluent dans les rues de New York, ça crée une telle pression migratoire. Ça a été d'ailleurs l'objet de cette crise et ça a été, mais maintenant c'est même l'objet d'une espèce de cabale contre le maire de New York, Eric Adams, qui a été une des rares voix du Parti démocrate à s'élever contre la pression, la gestion calamiteuse des frontières par l'administration Harris-Biden, et donc il est possible, on commence à dire que New York sera un État prenable par Trump dans le cadre de la campagne. Alors ça serait jamais Trump prend New York. Oh là là. Ça, ce serait un tremblement de terre. Ouais. J'ai lu encore un truc parfaitement délirant sur Bloomberg là, qui affirmait que la politique migratoire de Trump, qui consisterait donc à déporter une grande partie des 11 millions de migrants illégaux que l'administration Biden a laissé rentrer, aurait pour effet d'augmenter l'inflation des produits alimentaires. Alors je ne savais pas que les Américains mangeaient les migrants.
Moi non plus, je savais pas. Oui, non, la pression migratoire, c'est vraiment quand même un énorme phénomène. Et c'est palpable. Hein. Moi, je le vois rien qu'en prenant la route à Washington D.C., où on voit quand même que l'insécurité routière est en train d'augmenter, parce qu'on a des gens qui conduisent, mais c'est vraiment une conduite de pays en développement maintenant. Il y a beaucoup de gens qui conduisent, qui font des choses que je n'ai vues que dans des pays en développement. Dans le trafic, et ça se voit, c'est devenu un vrai problème, à tel point que bon, c'est aussi un problème sur sur la criminalité. On voit que les forces de police sont complètement débordées, on voit que les services sociaux sont complètement débordés. On a très bien vu avec l'occasion des ouragans que les services comme FEMA sont complètement débordés par la crise migratoire. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'immigration, c'est quand même le sujet phare de cette campagne, c'est la préoccupation majeure des Américains aujourd'hui. Et on voit mal, d'ailleurs, avec un sujet de préoccupation comme celui-ci, et je dirais la tendance du Parti démocrate à être un parti en faveur de l'open border, de manière très très bizarre d'ailleurs, parce que on se demande comment, pourquoi cet attachement à la politique, une politique d'open border complète. Pour générer des électeurs. Enfin bon, oui, ça, on dit que ce serait un effet, en fait, qui a été, l'effet californien, qui fait qu'il y a eu tellement, en fait, de régularisation de sans-papiers en Californie, et tellement, en fait, d'allègement, en fait, des contraintes pour être inscrit sur les listes électorales, qui ont fait que la Californie maintenant est un État qui est hors de portée pour le Parti démocrate, du fait de la présence massive de sans-papiers, de non-nationaux sur les listes électorales qui votent majoritairement pour les démocrates. Donc l'idée, c'est... Mais c'est un État en faillite, la Californie, aujourd'hui. C'est un État en faillite à cause de cette pression migratoire énorme. Et l'idée, c'est de reproduire le même exploit en Floride et au Texas, ce qui, cette fois-ci, dans le collège des grands électeurs, si la Floride et le Texas deviennent démocrates, on a l'État démocrate à vie. Je viens d'avoir une excellente idée là. Si jamais Trump l'emporte et que la Californie décide de faire sécession, comme ça avait été un petit peu planifié dans une espèce de simulation là de Transition Integrity Project, quoi, entre en 2020, oui. Et ben moi je propose que les États-Unis rendent la Californie au Mexique. Oui, ce serait oui, ce serait refourguer. Mais je crois que le Mexique n'en voudrait pas, tout simplement. Oui, donc, mais encore une fois, là, je pense que ça nous permet d'aborder peut-être un deuxième thème important, qui est encore une fois la fiabilité du processus électoral américain. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans le podcast avant. Le problème auquel nous faisons face, c'est une organisation des élections qui n'est ni faite ni à faire. C'est d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant. On reviendra là-dessus. Il y a combien 6 sous cet État qui n'exige pas de vérification d'identité pour pouvoir voter. Non seulement il n'exige pas de vérification, c'est plus que ça. D'ailleurs, je vis dans un des États, je raconterai un petit peu mon expérience d'aller voter dans le Maryland. Je vis dans un des États où il n'y a absolument aucune vérification de pièces d'identité. Mais en Californie, j'ai vu, c'est ce que disait Jay Evans dans l'émission qu'il a faite chez Joe Rogan, où en fait la présentation même d'une carte d'identité dans un bureau de vote est considérée comme une infraction pénale, en fait, est interdite. Donc c'est assez incroyable. Et alors là, pour traduire ça pour un public français,
la raison pour laquelle le Parti démocrate, l'establishment démocrate est opposé aux cartes d'identité à l'occasion du vote, et que elle prétend que ce serait du vote suppression, donc de la suppression de vote, et notamment de la population noire, et dit que en fait ce serait demander une pièce d'identité. Alors la pièce d'identité qu'on obtient aux États-Unis, c'est un permis de conduire, permis de conduire d'ailleurs qui Ah, mais c'est vrai que les pauvres noirs américains ne savent pas conduire. Ils n'ont pas de voiture. Et ils marchent pieds nus. Exactement. Voilà. Ils sont analphabètes. Ils sont incapables de penser par eux-mêmes. Les pauvres petits. C'est un mépris. Indicible. C'est incroyable. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que la population noire est trop indigente intellectuellement pour pouvoir aller au Department of Motor Vehicle pour se faire un permis de conduire. Donc c'est ce qu'on est en train de nous vendre comme discours, comme argument contre l'instauration de pièces d'identité pour contrer la fraude électorale massive. Alors ça, il y a ce volet, les pièces d'identité, qui est en train maintenant de devenir quand même un des leitmotifs du Parti démocrate, du Parti républicain. Dire il est important de sécuriser l'infrastructure des élections américaines en instituant notamment des pièces d'identité dans les différents États. Bon, ça a beaucoup fait scandale, notamment en Géorgie, où là, la Géorgie... Bah oui, il y a eu la fameuse loi là que l'administration de Biden attaquait en justice. Exactement. C'est du délire. Alors on a vu aussi un certain nombre de choses, comme en Virginie par exemple. Aussi en Virginie, le gouverneur de Virginie a rayé des listes des gens qui avaient rempli un formulaire lié à leur inscription aux listes électorales, en disant qu'ils n'étaient pas nationaux, qu'ils n'étaient pas citoyens américains. Donc ces gens-là ont été rayés des listes, et l'administration fédérale, le Department of Justice, a poursuivi l'État de Virginie en justice pour que ces personnes qui ne sont pas des nationaux puissent être réintégrées sur les listes électorales. Puis finalement, quand même, l'État de Virginie vient d'obtenir gain de cause devant la Cour suprême. Rien que ça, quand même. Donc là-dessus, on a encore une fois énormément de problèmes d'intégrité du processus électoral. Et je n'ai même pas commencé à parler des machines à voter, parce que les machines à voter, alors ça fait longtemps que les machines à voter existent d'ailleurs, et il y a un très très bon bouquin qui s'appelle Vote Scam par les deux frères Collier, dont j'avais parlé plusieurs fois. C'est difficile de se le procurer, mais eux reviennent beaucoup sur le problème des machines à voter. Alors pendant très longtemps, les machines à voter ont été plutôt à l'avantage des républicains, notamment dans les deux administrations, les deux élections litigieuses de George W. Bush, l'élection de 2000 et ensuite l'élection de 2004, parce que il y avait des bruits d'élections volées en 2004, et notamment d'élections volées dans l'État de Pennsylvanie, dans l'État d'Ohio. Donc les machines à voter, c'est vraiment un très gros problème. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, les machines à voter sont dominées par une compagnie qui s'appelle Dominion Voting. Celle qui avait été mise en cause déjà avec la Chine en 2020, il y a eu des histoires pas possibles, c'est ça, non? Exactement. Donc il y avait beaucoup de fumée autour de Dominion en 2020. Et puis là, je te le donne en mille. Le secrétaire d'État du Michigan est interrogé dans une conférence de presse. Il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de bug à propos de gens qui en gros, ce que le bug, c'est que un certain nombre de gens inscrits sur les listes ont voté 3, 4, 5 fois. Et avec le même numéro de carte d'électeur, avec et elle a répondu en disant oui, c'est un bug, et non seulement c'est un bug, mais c'est un bug national.
Donc ça provoque quand même pas mal ça provoque un scandale, puisque maintenant ce qu'on entend c'est the bug is the rig. Donc ça veut dire que Dominion va faire une nouvelle intervention, en fait mettre en place un patch pour régler le bug. Et selon ce qu'on entend ici et là, ce serait la possibilité par Dominion effectivement de mettre un patch qui serait encore quelque chose qui avantagerait le Parti démocrate. Mais il y a eu aussi cette histoire de mot de passe, non, qui a été rendue publique par la ministre de l'Intérieur d'un État qui avait essayé de dégager Trump du scrutin. Non, le secrétaire d'État du Colorado, oui, qui a essayé de dégager Trump des listes, en fait d'ailleurs qui avait réussi à dégager Trump des listes électorales pour la primaire du Colorado, ce qui avait donné lieu en fait ensuite à un arrêt de la Cour suprême du Colorado, et on voit que c'est elle qui dispose du mot de passe, c'est elle qui gère en fait les machines Dominion pour tout l'État du Colorado. Donc encore une fois, c'est red flag sur les machines Dominion. Et puis ça se multiplie. J'ai entendu j'ai vu un certain nombre de choses passer à propos du Wisconsin, du Kentucky, du Kentucky où là les machines par défaut, alors on peut pas cocher la case Trump et les machines choisissent par défaut le choix de Kamala Harris. Donc tu vois ça quand tu sais quand tu achètes un service ou tu as un service et puis on t'envoie un questionnaire satisfaction et puis tu peux pas cocher les cases négatives. C'est un petit peu les mêmes techniques. Eh bien, voilà ce qui se passe avec Dominion. Donc là, il y a quand même du bruit. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même que maintenant l'électorat républicain et l'état-major de campagne de Trump est beaucoup plus préparé. Ils envoient des gens qui dans les bureaux de vote, qui dès qu'ils détectent une irrégularité, documentent à partir de leur téléphone portable, de vidéos. Ensuite, il y a des demandes de compte immédiates. C'est ce qui s'est passé notamment dans le Michigan et dans le Kentucky. Donc on voit quand même qu'ils sont au taquet. Alors maintenant, donc on voit que la machine à fraude est bien enclenchée. Maintenant, encore une fois, on dit souvent aux États-Unis depuis les élections de 2020 qu'il existe ce qu'on appelle une marge de fraude, qui a été chose qui a été relayée d'ailleurs dans l'interview par Joe Rogan de J.D. Vance lorsqu'il faisait référence à too big to rig. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'avance de Trump dans d'ailleurs ça se vérifie en fait dans les chiffres dont on dispose maintenant du vote par avance, où on voit que l'avance de Trump est tellement significative qu'on serait au-dessus de la marge de fraude. Alors je me permets encore une fois de t'interrompre, mais ça existe aussi en France, hein, puisqu'on va considérer que si quelqu'un a remporté une élection avec 15 points d'avance, son adversaire peut difficilement se plaindre. Hein. En tout cas, le juge des élections, alors ça dépend de quel type d'élection, hein, ça va être le juge administratif, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, va déclarer que non, voilà, voilà. Quand on parle, c'est ce que les gens aussi ont du mal à comprendre. On le voit par exemple avec la Géorgie, qui est un cas. Alors je parle du pays, hein, pas de l'État américain, hein, qui est un cas parfaitement délirant où là il y a une victoire mais écrasante, hein, de la coalition au pouvoir. Et donc là, il n'y a pas photo, quoi. C'est juste pas possible dans une élection qui est observée par l'OSCE de bourrer les gens jusqu'à obtenir 15% de points d'avance. Voilà, ça c'est en tout cas à l'échelle d'un pays, c'est pas possible. Sur un bureau de vote, pourquoi pas, hein, mais à l'échelle d'un pays, c'est juste une impossibilité. Et donc cette marge de fraude, elle existe. Et donc effectivement, le juge des élections va considérer que une élection, en tout cas que
si fraude il y a eu, c'est quand l'élection a été très serrée, hein, et que, enfin, si je reformule ce que je viens de dire, que le juge d'élection va considérer qu'il ne va prendre en compte une plainte ou la contestation d'une élection par un des candidats que si l'élection effectivement était serrée. Si vous êtes 2-3% d'avance, ok. 10-15%, ça ne passe jamais. Et ça, je pense que c'est exactement la même chose aux États-Unis. Hein. Donc en fait, ce que J.D. Vance est en train de nous dire, c'est que l'avance de Trump serait telle qu'en fait, les républicains, les démocrates, excuse-moi, seraient dans l'incapacité de formuler des contestations. Non seulement, je pense que c'était moins pour désarmer les contestations éventuelles des démocrates que pour dire que il est assez clair maintenant que la fraude, en fait, la fraude c'est une arme qui a ses limites. Encore une fois, on peut l'utiliser dans c'est de la fraude massive, même à ses limites. Si on le reporte en fait au contexte des États clés, on voit très très bien que dans les élections de 2016 et les élections de 2020, ça a été quelques milliers de voix, maximum quelques dizaines de milliers de voix qui ont décidé de l'issue de l'élection. Mais maintenant, si on a effectivement une victoire de Trump dans mettons la Pennsylvanie, comme d'ailleurs les résultats du vote par avance le font présager. Si on a une victoire de Trump qui se compte en centaines de milliers de voix, effectivement, ça désarme les critiques du camp adverse. Et surtout, ça montre que l'avance est telle que on est parvenu au-dessus des limites de la stratégie de fraude du Parti démocrate pour conduire Kamala Harris à la Maison Blanche. Donc non, c'est En parlant de la Pennsylvanie, une petite histoire un petit peu amusante pour nos auditeurs, pour bien qu'ils comprennent bien, mais le niveau de fraude qui existe aux États-Unis et à quoi certains sont prêts. Hein. Dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, que je connais bien, c'est le comté Amish, hein, en Pennsylvanie. Le procureur du district vient de lancer donc une enquête judiciaire, hein, puisqu'ils se sont rendus compte que ils sont tombés pour le moment sur plus de dans ce simple comté, hein, qui est un comté très rural, donc très peu peuplé, hein. Ils sont tombés sur plus de 2600 inscriptions frauduleuses sur les listes électorales, parce que bourrer les urnes, c'est pas très malin, c'est possible, mais c'est pas très malin, ou en tout cas, faut pouvoir le faire à un bon moment sans se faire choper. En revanche, ce qui est beaucoup plus intelligent, et c'est effectivement de manipuler les listes électorales. Et là, on parle quand même de plus, pour le moment, hein, ils en sont à plus de 2600 inscriptions dans ce seul comté, donc frauduleuses sur les listes électorales, ce qui suffit largement à le faire basculer. Mais le plus drôle quand même, c'est que nos amis Amish, qui d'habitude ne votent pas, hein, ils ont décidé, c'est leur philosophie de vie, qu'ils ne se mêlent pas du monde extérieur, ou en tout cas du monde moderne. Là, apparemment, ils vont aller voter. Moi, j'ai un ami qui m'a envoyé des photos où on voit donc des Amish avec leurs calèches, sur lesquelles on voit des affiches Trump. C'est extraordinaire. Non, ça s'était déjà vérifié. Il y avait eu un certain nombre de manifestations amish en faveur de Trump en 2020. Déjà, ça avait été assez amusant. Mais non, effectivement, l'affaire du comté de Lancaster vient s'ajouter à tous les bruits qu'on entend ici et là. Et c'est vrai que tu l'as très bien dit. Maintenant, on voit très très bien que la principale stratégie utilisée par le Parti démocrate dans la fraude électorale, c'est l'inscription de gens non éligibles pour être inscrits sur les listes électorales, et notamment de non-nationaux, voire de personnes fictives. Hein. C'est tout simplement. Je crois en l'occurrence, Et donc si on fait ça, Renaud, si on rajoute des gens qui peuvent pas voter, comme par exemple ton fils. Alors là-dessus, je me suis du coup documenté.
Un état dans lequel il réside pas, non, c'est ça? Donc j'ai été surpris. Mon fils a 16 ans. Donc l'âge pour voter dans le Maryland et aux États-Unis, c'est 18 ans comme en France. J'ai été surpris après qu'il ait reçu un permis de conduire pour la conduite accompagnée, qu'on nous envoie un récépissé d'inscription sur les listes électorales. Je dis mais comment ça se fait? Puis j'ai demandé à mes amis qui ont des enfants de 16 ans aussi, des fils de 16 ans ou des filles de 16 ans, même chose. Alors en fait ça procède d'une sorte de chose assez bizarre, qui est le fait que dès qu'on va faire une démarche comme auprès d'une administration comme le département moteur véhicule, on dit c'est le gros package. Donc là du coup on va prendre avantage de ce moment pour vous inscrire sur les listes électorales. Donc ce qu'on m'a expliqué, c'est que mon fils est inscrit sur les listes électorales, mais il peut pas voter avant qu'il ait 18 ans. Mais donc dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi on l'inscrit sur les listes électorales 2 ans avant. C'est la possibilité pour lui d'exercer son droit de vote. D'autant qu'il sera obligé de toute façon de retourner au Department of Motor Vehicle pour se faire un permis de conduire, puisque le sien par définition expirera lorsqu'il aura 18 ans. Donc je comprends. Mais en plus, le Maryland est un État qui ne demande pas de pièce d'identité, donc en fait, il peut voter. Je me suis demandé. Alors, pour te dire un petit peu comment ça se passe, lorsque moi je suis allé voter, d'abord, on a été surpris avec ma femme que ma femme reçoive un bulletin par correspondance sans en avoir fait la demande. Donc on s'est déplacé parce que le vote dans le Maryland a commencé le 24 octobre. Et on peut aller voter dans les community centers, on peut même aller voter dans le stade de basketball de l'université du Maryland. En fait, il y a vraiment un gros déploiement de bureaux de vote, encore une fois pour montrer que d'aller voter et d'aller dans tous ces endroits. D'ailleurs, on peut s'enregistrer le jour même sur les listes électorales. L'idée que demander une pièce d'identité serait incroyable, parce que le vote est un parcours d'embûches, etc. Tout ça ne tient pas. Donc on est allé voter et on pose un certain nombre de questions lorsqu'on va voter. On m'a demandé mon jour et le mois de naissance, mais bizarrement pas l'année d'ailleurs. On m'a demandé de vérifier mon adresse. Et puis partant de là, on est dirigé vers un isoloir avec un bulletin de vote. Et ensuite, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut choisir en fait entre le vote manuel et le vote par machine. Sauf que le vote manuel, on vous donne un bulletin de vote, et il faut noircir en fait un certain nombre de cases qui sont vos choix. Mais ensuite, on ne donne pas ça à quelqu'un, à une personne physique. On doit rentrer le bulletin de vote dans un scanner. Donc en fait, on peut pas échapper à la machine. C'est comme une machine à voter, simplement la personne a rempli un formulaire. Exactement. Donc tout ça est assez étrange. Alors ma femme, elle, c'était différent on lui avait envoyé un bulletin de vote par correspondance lorsqu'elle s'est présentée au bureau de vote. Là, on lui a dit mais vous avez reçu un bulletin de vote par correspondance, donc vous devez faire un vote provisionnel. Et puis elle a fait son vote. Là, en revanche, son bulletin de vote, on l'a mis dans une enveloppe orange, j'ai vu, et puis on lui a demandé de s'engager sur l'honneur à détruire le bulletin de vote par correspondance qu'elle avait reçu. Donc mais attends, mais c'est un coup à se choper les choix de chez soi, ça. Ah ouais, peut-être que cette fois-ci, je vais me retrouver avec une deuxième visite des troupes de police, parce que j'ai été effectivement victime d'un acte de swatting, qui est une sorte une forme particulièrement sinistre de dénonciation calomnieuse qui est motivée par l'idée de déclencher une descente de troupes d'intervention. Du GIGN, voilà. Ou du RAID, ou de la BRI, ou du GPN, quoi. C'est des forces d'intervention, genre anti-otages, de la police, les SWAT, hein. Special Weapons and Tactics.
pour les gens qui ne sauraient Oui, pas. donc il y a 10 jours, en fait, on a été réveillés en pleine nuit par la police. Il y avait à peu près une dizaine de voitures de police. Il paraît qu'il y avait même un hélicoptère qui avait été lancé parce que quelqu'un m'a fait la mauvaise blague de téléphoner d'appeler 911 en prétendant être mon fils caché dans une armoire, indiquant que j'avais tiré sur sa mère et que j'étais maintenant après lui. Donc tout ça a été fait pour déclencher une opération massive, une descente massive de troupes de police. Donc avec l'idée que potentiellement ça pourrait mal se passer et que je pourrais me faire tirer dessus dans le cadre des opérations. Donc il se trouve que je sais pas si c'est politiquement motivé, je sais pas si c'est parce que je m'exprime. Moi, je suis sûr que ça vient de Toxin. Il y en a quelques-uns là-bas, leur tête ne revient pas. Ou si c'est motivé par des choses plus prosaïques comme un rival professionnel ou pour mon business. Mais il se trouve que c'est bizarre que ça intervienne 2 semaines avant des élections qui déchaînent les passions. Alors, et en sachant que lorsque j'ai été candidat pour être conseiller municipal de ma commune il y a 3 ans, en 2021, ça s'était déjà terminé avec une visite de la police sur dénonciation calomnieuse comme quoi mes enfants auraient tiré à la carabine à plomb sur un petit voisin. Donc oui, chose assez on voit c'est assez effrayant en même temps l'instrumentalisation des troupes de l'ordre contre les opposants politiques si c'est politiquement motivé. Sur la dernière, je ne sais pas. En revanche, la police freine des cas de fer pour enquêter au motif qu'il n'y a pas eu de dommages corporels. Donc, bon, c'est un délit dans le Maryland, le swatting. C'est un délit. Il y a un anti-swatting act qui a été promulgué par le gouverneur du Maryland en octobre 2023. Mais attends, tu prends un avocat, t'attaques le département de la police de ta ville, tu vas gagner des centaines de milliers de dollars, pardon. Hein, ça c'est pas possible. C'est les mecs qui traînent des pieds pour faire une enquête sur motivé par par une loi qui interdit et qui réprime. Hein. Je suppose que ça doit être des peines de prison pour des trucs comme ça. Hein. Le swatting. Donc là ils sont mal quoi. Ah, et puis d'ailleurs pour la petite histoire, le maire de ma commune, celui qui était maire de ma commune jusqu'à cet été est aujourd'hui en garde à vue dans le cadre de possession d'images de pornographie de pédopornographie. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement le maire de ma commune est tombé pour ça, mais le maire de la commune voisine est tombé il est dans un pénitencier fédéral pour 30 ans. C'est pour les mêmes. Ouh là là, mais Renaud Beauchard, c'est 4-0. Alors il y a un réseau. On se demande s'il n'y a pas quelque chose dans l'eau des communes des communes avoisinantes qui entraîne une multiplication d'activités criminelles par les maires des communes avoisinantes. Parce que il faut savoir que l'autre commune avoisinante, le maire s'était suicidé quelques jours avant qu'il soit révélé qu'il avait escroqué une école dans le district de Columbia et soustrait à son profit 3 millions de dollars. C'est quand même. Donc voilà pour les petites nouvelles locales qui concernent ma localité. Et donc J.D. Vance, on va en parler un petit peu. Moi j'ai pris le temps de regarder son interview avec Joe Rogan. Alors intéressant sur tout ce qui concerne la situation interne aux États-Unis. En revanche, il raconte quand même un certain nombre d'âneries en matière de politique étrangère. Par exemple le fait que la vague woke et transgenre n'a pas atteint la France, c'est parfaitement faux. Et puis alors donc quand même le gâteau sur la cerise, il a tout de même déclaré que la Russie était le premier financeur des mouvements écologistes en Europe afin de vendre son gaz.
c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc au niveau politique étrangère, qui généralement est d'ailleurs l'une des principales prérogatives du vice-président, enfin en tout cas traditionnellement, ça n'a pas été le cas de Kamala Harris, heureusement. On voit qu'il est pas au point, hein, donc il y a quand même un petit peu de il y a du fou dans la machine, quoi. Oui, j'ai pas regardé l'émission. J'ai eu simplement un certain nombre d'extraits sur les affaires domestiques. J'ai trouvé que Vance était comme à son habitude assez à l'aise et plutôt très convaincant. Il est très très bon quand il sait de quoi il parle, ouais. Ça, il est excellent, il est impressionnant. Hein. Mais de toute façon, c'est toujours le talon d'Achille des hommes politiques américains, la politique étrangère. Dès qu'on sort des frontières, et je crois que c'est un petit peu, d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'avait dit Douglas McGregor dans l'interview qu'il nous a accordé. Il dit que la plupart des politiciens américains peuvent avoir des compétences sur les thèmes de politique domestique, mais sur les affaires étrangères et sur les affaires militaires, on est dans le flou le plus complet. Je pense que alors après il y a aussi ce fait quand même que sur la perception française par les politiciens américains et par les Américains en général, il y a aussi le fait que il y a un très faible écosystème de médias indépendants en France et que la plupart des informations qui parviennent à l'Américain moyen ou même aux élites américaines sont des informations qui viennent plutôt du reflet des médias mainstream français. Et je pense que ça peut faire une transition sur peut-être ce par quoi on peut conclure ce podcast, qui serait une analyse kremlinologique de la couverture de l'élection par les médias. Le complexe journalistico-touristique. Exact. Le complexe utilise le bon terme. Sinon, j'appelle les SWAT. Par le complexe journalistico-touristique. Je parle d'analyse kremlinologique parce que il faut se rappeler dans les jours finissants de l'Union soviétique, la plupart de l'analyse politique à laquelle pouvaient se livrer les Russes, c'était ce qu'on appelait de l'analyse kremlinologique, de la kremlinologie. Et en fait, ça consiste à tout simplement se demander à partir de photos, c'est pourquoi est-ce que tel ou tel membre du Politburo est à tel endroit sur la photo et pas sur est-ce que ça veut dire qu'il est sur le point d'être purgé, etc. Donc je crois que la seule façon dont maintenant on doit parler de la couverture par les médias corporate ou le complexe journalistico-touristique, c'est effectivement de ce genre d'analyse, parce que sur la substance il y a rien à commenter. Donc alors je me suis amusé à regarder un petit peu un certain nombre d'émissions de couverture sur l'actualité américaine au cours des. Tu es bien courageux. Je t'admire. Mais c'est pénible. Je n'appellerai pas les SWAT. C'est assez pénible. Je me suis notamment. À moi, Twitter, ça m'énerve déjà. Simplement avoir les titres, les posts Twitter de c'est dans l'air, c'est dans le trou. Enfin bref, voilà, c'est que je vais même pas regarder. Je peux pas. Et en général, quand je veux faire ce genre d'horizon, de tour d'horizon des médias français, je vais choisir plutôt un certain nombre d'émissions sur France Culture. Ou sur France 5 par exemple. Là notamment j'ai écouté alors l'émission de Christine O'Crane qui s'appelle Affaires étrangères, et il y avait tous les experts, les experts touristiques des États-Unis. Il y avait des gens comme Nicole Nesotto, comme Laurence Nardon qui est le responsable du programme Amérique de l'IFRI. C'est intéressant parce que Laurence Nardon, en fait, j'avais fait un rapport d'ailleurs pour l'IFRI en 2016 au moment de la primaire, dans laquelle je pronostiquais une victoire de Trump, ou en tout cas une bonne chance d'une victoire de Trump. J'expliquais les raisons d'une victoire de Trump, puis
Ça me paraît assez bizarre d'ailleurs. Maintenant, c'est inimaginable que je puisse collaborer avec une organisation comme l'IFRI. Il y avait des gens comme Daniela Schwarzer, qui est une membre de la fondation Bertelsmann, du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. D'ailleurs, vous avez Nicole Nesotto, qui est la vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et puis ensuite vous avez quand même une membre du conseil d'administration. Donc comme quoi. Et puis il y avait ce François Hesbourg, qui est un conseiller en politique géostratégique, et on voit. Alors là, c'était principalement sur les conséquences possibles de l'issue de l'élection présidentielle américaine sur l'Ukraine notamment, et c'était vraiment, y compris pour des gens qui sont considérés comme des experts pointus et carrés comme Hesbourg, c'était du tourisme de quasiment une espèce de sorte de fan club de Kamala Harris, avec dans une espèce d'absence de connaissance complète du terrain américain, et puis surtout d'oubli complet de toute une population américaine qui est vraiment considérée comme non digne d'intérêt. Alors ça a été encore pire si on regarde les programmes comme C'est politique. C'est dans l'air, c'est dans le trou. C'est dans l'air, c'est dans le trou. Et puis c'est ce attends, soir. Je vais te faire réagir. Attends, je t'interromps. Je vais te faire réagir. Justement, j'en ai quelques-uns qui sont assez super. Donc c'est dans l'air. Anthony Bélanger, donc il se dit, alors attends, journaliste, chroniqueur éditorialiste, spécialiste des questions internationales pour France 1, pour France Info. Je cite: l'histoire politique américaine est une histoire de violence politique. Les tentatives d'assassinat marquent les crises politiques. Donald Trump fait beaucoup voter, et cette violence politique s'exprime aujourd'hui dans son camp et dans la rue. Oui. On va peut-être rappeler à ce monsieur que Trump a fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat, que ce n'est pas lui qui taxe ses opposants ou son adversaire de danger pour la démocratie, de nazis et de fascistes. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens, effectivement. Mais alors surtout, je voulais revenir aussi sur par exemple, C'est politique, l'animateur, c'est un type qui s'appelle Thomas Negaroff, et qu'on présente d'ailleurs comme une sorte d'universitaire spécialiste de civilisation américaine. Non, mais c'est l'historien. Un militant. Et ce qui est dingue, c'est qu'on le retrouve. Alors, il est animateur de l'émission C'est politique, et puis ensuite on le retrouve comme intervenant dans l'émission C'est ce soir. Et Snegarov, alors pour te donner une petite histoire, ça m'avait amusé, parce qu'en 2020, il était intervenant dans le pool d'intervenants de C'est dans l'air, et je me rappelle, il était là avec Bacharan, etc. Et on regardait ça avec ma femme, et il parlait de Biden. Il disait: oh oui, après ces années de brutalité par Trump, les Américains ont besoin ont besoin de câlins, ils ont besoin de câlinothérapie. Ma femme, ça fait énormément rire ma femme, donc à tel point que Snegarov, on l'appelle câlinothérapie maintenant. Elle disait les médias français, le commentaire par les médias français, c'est encore pire que MSNBC, et c'est encore pire que CNN. Mais vraiment, pour elle c'était la définition même du tourisme. Donc là quand même, alors ce qui s'est passé, c'est que notamment les émissions C'est politique et c'est ce soir, le thème dominant, c'était le fascisme. Et si on prend par exemple C'est politique, le titre de l'émission, c'était le retour du fascisme. Avec un point d'interrogation, et puis le titre de l'émission du 28 octobre de C'est ce soir, c'était Donald Trump, un fascisme à l'américaine, avec point d'interrogation. Et on retrouvait un certain nombre de gens qui étaient interrogés, avec, alors bon, par exemple, il y avait la magistrate Magali Lafourcade,
on retrouvait le chroniqueur de France Culture, Marc Weisman, qui était d'ailleurs pas le pire. On retrouvait des gens comme une Stéphanie Precioso qui se présente comme historienne spécialiste du fascisme et de l'antifascisme d'ailleurs. Et on voyait dans l'autre émission François Doudelman, qui est une sorte de philosophe français qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Peut-on encore sauver la vérité. On voyait c'est pas inintéressant d'ailleurs, hein, en bouquin. Ah bon, c'est pas, vu ce que j'ai entendu, ça me. Je dis que c'est pas inintéressant, j'ai pas dit que c'était bien. D'accord. Et on retrouvait des gens comme un type qui s'appelle Viala Godefroy, qui est alors docteur. Si vous voyez docteur en civilisation américaine, vous savez que vous allez, tu sais que tu vas. Il n'y avait pas Brana? Non, il n'y avait pas Brana, qui pronostique d'ailleurs, qui pronostiquait sur Radio Courtoisie une victoire très large de Kamala Harris. Enfin bon, et ce qui était intéressant dans tout ça, c'est pour montrer comment les thèmes sont infusés par un certain nombre de médias, que ces émissions sont des échos d'abord, et des échos grossissants et qui viennent en fait intellectualiser quelque chose qui a été préparé à l'avance aux États-Unis. Et en l'espèce, le point de départ de ce qui a allumé la mèche en fait de cette espèce de frénésie de Point Godwin à propos de Donald Trump et autour du meeting du Madison Square Garden, ça a été un article de Jeffrey Goldberg, qui est le rédacteur en chef de The Atlantic, qui s'appelait autrefois le roi des fake news, ouais. Le roi des fake news, d'abord c'est le roi de la principale fake news des armes de destruction massive en Irak. C'est quand même, ça a été la cheville ouvrière de la préparation de l'intervention en Irak à partir du mensonge des armes de destruction massive. Donc ce qui lui a permis d'obtenir le poste de rédacteur en chef de The Atlantic. Ce qui lui a obtenu une promotion et de simple éditorialiste, de simple journaliste à The Atlantic, il est devenu rédacteur en chef. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a publié un article qui s'intitule en gros Trump veut des généraux comme Adolf Hitler, qui est une sorte de drôle d'article. Alors, il faut savoir en même temps que Jeffrey Goldberg était aussi très dans l'avant-garde du Russiagate. Et il utilise des techniques journalistiques qui sont tout à fait étonnantes et tout à fait frauduleuses, qui consistent en fait à avoir un certain nombre alors d'abord c'est souvent des longs articles. Alors parce que là l'article commence par une affaire d'une jeune femme américaine qui a été tuée dans un accident en fait sur une base militaire et avec une jeune latina et dont Trump avait proposé de payer les obsèques, et puis finalement il aurait lorsque la note a été proposée, la facture a été proposée, on aboutit à soi-disant Trump aurait déclaré que $60,000 c'était trop cher pour une fucking Mexicaine. Et ce qui est intéressant, c'est que la source, vous avez un certain nombre dans la présentation du récit, il y a un certain nombre de citations on the record, donc de gens qui sont cités. Et on peut vérifier. Donc effectivement, donc qui témoignent à visage découvert, avec leur nom, voilà. Donc on peut vérifier, on peut les appeler. On les appelle. Et puis vient l'information sur les fucking Mexicains justement. Et là, tout d'un coup, c'est source anonyme. Ah tiens. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'heure qui a suivi la publication de l'article de The Atlantic, nous avons non seulement la famille qui a publié un démenti en disant que Trump avait été absolument formidable avec la famille, et les 4 personnes qui étaient présentes qui étaient citées comme ayant été présentes lorsque ces propos auraient été proférés, qui ont dit ça n'est pas du tout ce que nous avons entendu.
y compris le traducteur, y compris Mark Meadows, qui était le chief of staff de Trump à ce moment-là. Donc vraiment un démenti formel par les quelques sources visées dans cet article, mais assertion qui reposait sur une source anonyme. Et pire que ça, donc là, c'est une technique journalistique qui était très 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 présente dans les Russiagate. Les Russiagate, il y avait une multiplication comme ça de sources à visage découvert, et tout d'un coup, le cœur du récit provenait de sources anonymes. Alors la grosse, alors là c'est très bizarre parce que c'est pas une technique journalistique, ça c'est une technique de mauvaise propagande. Et parce qu'on crée un environnement qui semble crédible parce que c'est sourcé précisément. Exactement. Et puis boum, au beau milieu on balance un truc en sachant très bien que le truc qu'on balance c'est tout ce que ces gens-là vont retenir, quoi. Donc j'en parle, la manipulation ça consiste à manipuler l'environnement, pas le sujet, quoi. On est bien d'accord. Et donc l'article, c'est ça qui est très intéressant. L'article est très filandreux, quoi. Enfin, alors ça commence par cette histoire. C'est illisible. Là, ça commence par cette histoire, et puis le cœur de l'article, c'est quand même maintenant une déclaration de Trump qui aurait été dans le cadre d'un meeting. Et là, cette fois-ci, il y avait qu'une seule personne présente. C'est son chief of staff, Mark Kelly, qui est un ancien général, dans lequel Trump aurait déclaré: je rêverais d'avoir des généraux comme ceux d'Adolf Hitler. Ce qui a entraîné une espèce de... Alors, Mark Kelly a été viré comme un malpropre par Donald Trump, donc seule personne. Et ce qui est très très étrange, c'est pourquoi est-ce que des propos comme ça, des propos lorsque Trump était à la Maison Blanche, sortent bizarrement 2 semaines avant une élection présidentielle par une personne dont on peut pas vérifier par d'autres personnes que Mark Kelly si Trump aurait dit ça. Et ça sert en même temps maintenant à dire, vous voyez, et ça a été très très drôle, parce que la façon dont la nouvelle a été accueillie, notamment par le titre de la newsletter de Scroll qui est de Jacob Siegel, qui est tout à fait intéressante, qui dit breaking news, it turns out Trump is Hitler, comme si on n'avait jamais entendu de point Godwin à propos de Donald Trump. Donc article, donc alors on voit très bien, c'est planté là par un propagandiste comme Jeffrey Goldberg, et puis ensuite on voit ça se propage partout sur les médias américains. C'est bien sûr repris sur MSNBC, qui là va interviewer Hillary Clinton qui rappelle le meeting de 1939 au Madison Square Garden. Puis tout d'un coup, on voit sur MSNBC la diffusion d'images d'images en même temps du meeting au Madison Square Garden de Trump et du meeting nazi en 1939. Et puis après, ça arrive comme ça. C'est repris par des gens comme Thomas Negaroff. Et Negaroff, c'était assez intéressant parce que dans ces émissions, il y a quand même un certain nombre de voix critiques, notamment David Jays ou même Anthony Bélanger dans C'est dans l'air, etc., disaient quand même que avoir recours au point Godwin à ce moment de la campagne comme ça, c'était quand même vraiment tiré par les cheveux. C'était sans doute pas très intelligent du point de vue stratégique. Et on voit quand même que Snegarov, il y tient absolument. Donc en fait, après ils interviewent par exemple un traducteur, un type qui a traduit les mots, qui a publié un bouquin qui s'appelle Les mots d'Hitler, et qui dit mais non, en fait, lorsqu'on utilise un certain nombre de mots, et notamment alors maintenant l'idée que la loyauté serait une vertu fasciste, etc. On voit comment ça débarque sur les médias français, comment c'est traité comme mais c'est une information, c'est pas une opinion, c'est une information que Trump est un fasciste, que Trump est un nazi. Il est véritablement un nazi. Après, on invite des experts pour dire mais oui, Trump est un nazi. Là, il correspond effectivement à toute la définition du nazi, etc. Et c'est tout à fait intéressant la façon dont ça se fait, et comment tout ça est infusé à partir d'un monument de propagande comme l'article de Jeffrey Goldberg. Donc je crois que là on a surtout de faits qui ne sont pas avérés. Donc on n'a vraiment pas du tout affaire à du journalisme.
Exactement. Et puis de faits qui sont pas avérés, de déclarations qui c'est sont même pas tout d'un encore des coup. on-dit, quoi. On est vraiment dans le caniveau le plus total, là. Si vous aimez mieux, il y a. Non, et là, on a la preuve formelle. Ah, mais c'est la preuve formelle qu'il est nazi. C'est un petit peu, j'écoutais une émission sur Radio France aussi, comme ça, où, à propos de l'usage du mot extrême droite, hein, en France, et un des journalistes qui était interviewé justifiait l'utilisation du mot d'extrême droite en disant que c'est comme ça que le Conseil d'État a qualifié le Rassemblement national. Donc, partant, puisque le Conseil d'État qualifie le Rassemblement national d'extrême droite, maintenant, ça y est, on a la preuve formelle que le Rassemblement national est d'extrême droite. Et on voit les mêmes techniques on a simplement affaire à des gens qui sont tellement bêtes et feignants, hein, que plutôt que d'essayer de comprendre le monde, ils essaient à grands coups de poing, hein, de faire en sorte que le monde ressemble à l'image qu'ils s'en font. Hein. C'est aussi bête que ça, quoi. Ces gens sont, enfin bon. Et tiens, en parlant de nazis, on va rebondir avec un autre petit tweet de C'est dans le trou, dans l'air, pardon. Alors là, c'est notre cher ami, l'ineffable Laurent Saïm, qui dit la chose suivante. Donc tu vois, après le nazisme, ça tombe bien à propos. Kamala Harris est persuadée que la présidentielle se joue sur la bataille de l'avortement. On ne peut pas la comprendre sans parler de son expérience lors des élections législatives en 2022. Sa stratégie, c'est de croire à la majorité silencieuse. Oui, on a vu ça. Ouais, on a vu ça beaucoup. Ça a été repris d'ailleurs aussi avant ça par Elizabeth Warren, notamment en disant que le grand succès de Kamala Harris, ça a été notamment de se présenter à une clinique d'avortement pour apporter son soutien à ce droit menacé, etc. Et là, c'est tout à fait, on voit très très bien le mélange des genres. Il y a un amendement maintenant à la Constitution française qui constitutionnalise le droit à l'avortement, alors que il était au motif de la décision Dobbs de la Cour suprême américaine, donc une espèce de confusion des genres, alors que l'avortement tel... T'as quand même rappelé un truc qui est assez drôle, c'est que Barack Obama en 2008, pendant 2 ans, a eu la majorité absolue au Sénat comme à la Chambre des représentants. Hein, et en mars 2008, on lui pose la question de l'avortement, il dit « Ah non, non, je vais pas légiférer, c'est un sujet trop clivant. » Bon, on peut même remonter jusqu'à Carter, hein, qui avait la majorité absolue pendant 2 ans. Il n'a pas légiféré. Clinton a eu la majorité absolue 2 fois, hein, en 92 et en 96. Il n'a pas non plus légiféré. Non, c'est tout à fait... On voit très bien l'espèce de durcissement du ton sur l'avortement qui est passé de tabou à totem. On voit c'est devenu maintenant, c'est à tel point qu'au moment de l'affaire Dobbs, il y a un certain nombre de femmes qui publiait par exemple une femme, je me rappelle, qui avait publié une photo d'un gâteau qu'elle avait cuisiné pour fêter son avortement. Enfin bon, et on est dans du donc la question ça relève de la psychiatrie, et en même temps, alors ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que chaque fois que je parle avec des gens des bourgeois français, des membres de la classe professionnelle managériale, tout de suite lorsque le thème tourne autour de l'avortement, mais quand même, vous comprenez quand même que le parti pris du Parti démocrate, c'est l'avortement jusqu'à 9 mois souvent. C'est lorsque Tulsi Gabbard avait demandé dans le cadre de la primaire démocrate, avait dit moi si je suis élu, je proposerai un amendement constitutionnel qui interdise les avortements de 3e trimestre. Il y a une clinique, hein, et ça avait vraiment déchaîné les passions en disant que elle était devenue une personnalité d'extrême droite. Pas loin de chez moi, il y a une clinique
il y a une clinique de ce qu'on appelle late term abortion, donc d'avortement dans le troisième trimestre, qui concerne d'ailleurs les late term abortion. Encore une fois, il faut savoir que c'est la très grande majorité des avortements pratiqués aux États-Unis, des IVG pratiqués aux États-Unis, c'est pratiqué dans les 12-15 premières semaines. 97%, c'est les 12 ou 15 premières semaines. Donc pourquoi cet acharnement à vouloir à tout prix préserver les avortements de troisième trimestre? Cette clinique de late term abortion qui est vraiment tout près de chez moi, on peut même pas prendre de photos devant. Il y a des voitures de police en permanence. Si vous allez prendre une photo, vous allez avoir des problèmes. On peut pas avoir de femmes catholiques qui sont installées à l'entrée de la clinique pour parler aux femmes qui viennent se présenter, ce qui est l'expression c'est ce qui est une garantie par le premier amendement, c'est de la liberté d'expression. Donc il y a des choses tout à fait bizarres sur l'avortement. Et lorsqu'on parle avec la classe professionnelle managériale française, lorsque je leur dis vous savez qu'il existe des avortements de troisième trimestre. Vous savez que le combat des démocrates, c'est pour l'avortement sans aucune restriction. Là, ils vous croient pas. Ils disent non, c'est de la théorie du complot, c'est comme en Europe. Ah mais non, c'est pas du tout comme en Europe. Donc c'est pour ça que la décision Dobbs, d'abord, quand on dit que la décision Dobbs menace le droit à l'avortement, pas du tout. La décision Dobbs n'a fait que dire. C'est faux, elle est extrêmement sage. Elle a dit c'est aux États de décider. Point. Voilà, elle a dit premièrement, elle a dit deux choses. Elle a dit premièrement, donc l'arrêt Roe versus Wade est un arrêt mauvais puisqu'effectivement en matière constitutionnelle il convient de bien trancher. Si on tranche mal, c'est-à-dire que si la décision de justice n'a pas d'effet, ce qui est le cas sur l'avortement puisque le débat n'a pas été clos, alors il faut annuler. Et puis surtout, mais écoutez, nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas des législateurs, voilà. Nous n'avons pas à créer de nouveaux droits. C'est aux élus à qui il appartient de le faire. Donc, nous renvoyons ça aux États. Et puis, si le Congrès veut légiférer en la matière, qu'il le fasse. Donc, il n'y a aucune forme d'interdiction de l'avortement aux États-Unis, à part si c'est décidé par les parlements démocratiquement élus des États qui ont décidé d'interdire. C'est aussi simple que ça, quoi. Je veux dire, c'est très sage d'un point de vue à la fois juridique, social et politique. C'est très sage. La décision de Dobbs n'est pas ce qu'on en a fait, en tout cas ce que les médias, ce que le complexe journalistique autoréalistique français en a fait. Juste pour esprit d'escalier, justement, pour ce qui me paraît assez relié à cette réaction lorsque des gens de la classe professionnelle managériale française, lorsque je parle de la réalité de ce qu'est l'avortement, en tout cas de ce qu'est le programme du Parti démocrate en matière d'avortement aux États-Unis. Il y avait une information qui me paraît tout à fait intéressante, qui a été relatée par Jeff Shiders dans Coffee and Covid et par un très très bon substacker qui s'appelle Elgato Malo, et c'est tout à fait étonnant parce que ce qu'on a vu, c'est qu'un certain nombre de gens qui font campagne en fait pour le Parti démocrate disent que lorsqu'ils vont faire du porte-à-porte, ils sont obligés en fait de minimiser minimiser la réalité des politiques soutenues par le Parti démocrate, parce que ils s'aperçoivent que les gens ne le croiraient pas. C'est assez donc notamment sur la folie du genre, la folie des trans, sur le fait par exemple que il y a des États dans lesquels les écoles n'informent pas les parents lorsque leurs conseillers reçoivent des enfants qui souhaitent faire une transition vers un autre
d'autres gens. Et c'est tout à fait. Alors Elgato Malo, il appelle ça le reality bias, le normality bias. Alors, ce qui me paraît tout à fait intéressant. Un biais de normalité. Et c'est tout à fait incroyable ce qui se passe. Ça me rappelait quelque chose qui avait été écrit par Christopher Lasch dans La culture du narcissisme, lorsqu'il parlait précisément de la couverture de l'Holocauste, de la couverture de la Shoah par les médias américains et par le gouvernement américain, où il disait que le ministère de la communication américain à l'époque avait caché la nouvelle de la Shoah au motif que elle n'était pas crédible. Donc en fait, c'était alors pourtant ce même département avait coutume de grossir un certain nombre, c'est le The Office of War Information, voilà, qui avait coutume d'utiliser les atrocités sur les terrains de la guerre pour enflammer l'opinion publique contre l'Allemagne, avait délibérément refusé de présenter la nouvelle de la Shoah au motif que la nouvelle serait trop pardon, je traduis en même temps que confusing and misleading, serait trop dur en fait à encaisser. Et je trouve que on retrouve le fait qu'on retrouve maintenant un programme qui soit tellement délirant de la part du Parti démocrate, et à tel point que les gens qui font campagne pour le parti opposé doivent en fait quelque part nuancer, doivent réduire, voire même mentir sur la réalité de ce qui est présent dans les partis, dans la plateforme du Parti démocrate. Donc je trouvais ça tout à fait intéressant. Ouais, mais je pense que je suis assez d'accord. Enfin, c'était mon avis quand même c'est mon avis depuis très longtemps. Mais je suis tout à fait d'accord avec J.D. Vance quand il dit que tout ce qui est avortement, trans, LGBT, CO2, parce qu'effectivement, il y a bien d'autres pollutions bien plus graves et bien plus dangereuses que le CO2. Tout cela n'est que tout ce qui n'est que le sociétal n'est qu'un écran de fumée. Ça ne vise qu'à distraire de ce qui est important. Je pense que c'est tout, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. On a pu le voir par exemple en France avec le mariage gay, hein. Les Français étaient très majoritairement pour. Pourquoi ne pas avoir organisé un référendum alors? Voilà, l'affaire est réglée, terminée. Voilà. Non, parce qu'il a fallu que Hollande et la gauche s'emparent de ça. Oui, c'est nous, comme pour le Pax, etc. C'est nous qui avons fait ça, tout ça. Donc c'est du sociétal qui permet effectivement de détourner l'attention du public de ce qui est important et du fait qu'effectivement les gouvernants ne font rien. Ils sont clairs, n'agissent pas sur ce qui est important, hein. Sur la question du climat, par exemple, il y avait un très très bon petit bouquin par un technocrate français, hein, qui s'appelait Le climat qui cache l'environnement, qui explique que la surexposition du thème du changement climatique avait occulté d'ailleurs des causes. Selon lui, mais notamment la plus importante de toutes en matière de la vie de la planète, c'est quand même la biodiversité. Donc le CO2 conclut complètement la biodiversité. On est en plein délire. Complètement l'effondrement de la biodiversité, complètement les phénomènes comme les pollutions, qui sont des phénomènes d'ailleurs contre lesquels on peut lutter plus localement, on peut lutter de manière plus facile, plutôt que le climat qui nécessite précisément des rassemblements, des normes. On n'a aucune prise sur le climat. On n'a aucune prise. Des normes. Oui, mais le climat, c'est ça, c'est-à-dire si on fait du climat la question environnementale. On n'a aucune prise. Si on fait du climat, de la crise climatique, la manifestation principale de la crise écologique, on donne le pouvoir à des collèges d'experts internationaux.
C'est ça le problème. Plutôt que si on traite le problème des pollutions, où là, n'importe quel petit paysan a une voix sur a la possibilité d'intervenir sur les problèmes écologiques qui se posent à nous. Et là-dessus, c'est encore une fois la surexposition du climat, c'est une confiscation du débat sur la crise écologique par des collèges d'experts. Et c'est vraiment, ça pose un problème démocratique en l'occurrence. Les gros problèmes de l'environnement auxquels nous sommes confrontés n'appellent pas des grandes solutions qui sont décidées par des collèges d'experts internationaux, ils appellent des solutions locales. Or c'est surtout ce qu'on ne veut pas. The French invaders